Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous propose de démarrer ce conseil municipal du 11 décembre 2025. Je vous rappelle que la séance est ouverte au public, que les débats sont également accessibles en direct sur Internet. Et je laisse la parole à la question pour l'appel. Madame Tsigri, je vous en prie. Monsieur Ferrari. Présent. Monsieur Toscano. Présent. Madame Emriveoff. Monsieur Nafosi. Madame Grand. Monsieur Bouquercy. Madame Benyeloul. Monsieur Bonnet. Madame Laïb. Madame Chemri donne pouvoir à Madame Emriveoff. Monsieur Alphonse. Monsieur Rotolo. Monsieur Solaire donne pouvoir à Monsieur Bonnet. Monsieur Vital donne pouvoir à Monsieur Nafosi. Madame Panagopoulos. Madame Rodriguez. Madame Bonnet. Madame Gomez-Viegas. Madame Bousboa. Madame Tardivet donne pouvoir à Madame Bousboa. Monsieur Sétine donne pouvoir à Monsieur Bouquercy. Madame Yakou. Monsieur Langlais. Monsieur Besançon. Monsieur Dridi. Monsieur Dussart. Monsieur B. Madame Bernardo donne pouvoir à Madame Laïb. Monsieur Arrête donne pouvoir à Madame Benyeloul. Monsieur Durand. Madame Solaire. Monsieur Simian. Monsieur Baudon. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. Merci. Donc, le quorum est atteint. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Monsieur Bonnet, Gilbert Bonnet. C'est tout bon pour tout le monde, parfait. Le procès verbal du Conseil du 12 novembre d'il y a à peine un mois appelle-t-il des observations? Pas d'observation, merci. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Quelques précisions depuis la réunion des présidents de groupe. Il a été relevé une coquille dans les chiffres du rapport transmis par les PFI. C'est une erreur qui a été relevée par Patrick Durand, d'ailleurs, merci à lui. La question a fait un mail pour leur signaler cette erreur portant sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par les PFI. Cet élément sera rapporté au compte-rendu de la séance. Merci. Les délibérations 6 et 8 relatives à des présentations de rapports de la SPLOZ et PFI n'ont pas pu être présentées lors de la CCSPL du 17 novembre 2025, car ces derniers ont été reçus en mairie post-commission. Voilà, c'est une information, je vous le dis, ils n'ont pas pu. Donc on le notera aussi, qu'ils n'ont pas pu passer. Ajout de 2 délibérations, dont un exemplaire vous a été remis sur table. La 28, sur l'ajustement de versement d'une prestation de service à la régie de transport pour les transports des enfants, des personnes âgées et pour les transports divers pour 2025, à la demande de la trésorerie. Et la délibération 29, il est également autorisation donnée au maire d'attribuer une subvention à l'agence d'urbanisme pour son accompagnement à la stratégie de sobriété foncière. Quelques précisions à apporter au conseil municipal. La trésorerie de Vif a changé de représentant. Ceci expliquant des pratiques nouvelles et des évolutions d'appréciation dans certains domaines. Pour autant, cela fait désormais 2 séances que le Conseil se trouve obligé de délibérer dans l'urgence à leur demande. Il leur a été signalé par l'intermédiaire des services de la ville que cette méthode ne pouvait perdurer et que si le dialogue avec les services de l'État est essentiel, il ne peut venir perturber le fonctionnement normal de nos instances, mais il doit nécessairement s'inscrire dans son calendrier que nous avons porté à leur connaissance. Je vous rappelle qu'on avait eu notamment des délibérations sur la question du 13e mois à la demande de la trésorerie, comme d'autres trésoreries d'ailleurs dans l'agglomération, dans l'Isère. Et là encore, il y a de nouveau des éléments. Donc on espère que tout ceci trouvera, je dirais, son bon mode de fonctionnement. La liste des délibérations qui sont portées au débat vous a été remise sur table. Des délibérations 1, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 26.
Les deux délibérations communiquées tardivement seront également présentées, les 28 et 29. Et je vous propose de passer à l'ordre du jour du Conseil municipal. Rapport d'activité de la métropole, et je laisse le premier adjoint, Sam Toscano, présenter ce rapport. Alors, le rapport est important. La métropole a fait une synthèse plus digeste d'une trentaine de pages, mais je ne vais pas vous lire les 30 pages, donc je vais vous faire un raccourci, très raccourci de ce rapport en vous rappelant les 13 axes essentiels qui décrivent le fonctionnement de la métropole, la lutte contre le changement climatique, une politique énergétique ambitieuse, faire des déchets une ressource, des dispositifs croisés pour un air plus pur, eau potable et assainissement des chantiers clés, le développement social et égalité des chances, intégrer le facteur climat au plan d'urbanisme, l'habitat pour tous sans étalement urbain, agriculture, forêt, montagne et biodiversité, soutien renforcé au commerce et développement économique, un territoire toujours plus attractif, soutenir le dynamisme culturel, entretenir, embellir, rafraîchir l'espace public, et quelques chiffres marquants, moins 44% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre depuis 2005, 1988 agents en activité en 2024, 94 000 tonnes de déchets collectés, soit 426 kg par habitant par an, en forte baisse par rapport à 2015, où nous étions à 535 kg par habitant à l'époque. 2250 logements produits, dont 1350 logements sociaux, et 5,3 km de nouvelles pistes chrono-vélo créées. Voilà pour ce résumé. Et les 30 pages de synthèse vous seront envoyées. Merci beaucoup pour cette synthèse rapide et je vous invite à évidemment prendre connaissance de ce rapport à la fois synthétique mais complet sur l'ensemble des champs de compétences de la métropole. Donc, pas de mise en débat sur la 2, le rapport annuel sur... Ah, il faut qu'on le vote, pardon. Donc, je mets aux voix. Qui le vote? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci, sur le rapport de la métropole. Pas de mise en débat sur le rapport sur la qualité du service public de collecte, traitement et valorisation des déchets, le 2. Je mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. De même, le rapport annuel 2024 sur la qualité du prix du service public eau potable et assainissement de la métropole. Pas de mise en débat, je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le rapport annuel d'activité 2024 du CITPI, le syndicat intercommunal pour les télécommunications et les prestations informatiques. Pas de mise en débat. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité, merci. Le rapport annuel d'activité 2024 du CIM Jean Vienner. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le rapport du mandataire de la SEM des pompes funèbres avec la correction qui a été ajoutée. La 6, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le rapport des mandataires sur les opérations de l'exercice 2024 de la SPL OSE. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 8, le rapport des actions entreprises à la suite des observations définitives de la Chambre régionale des comptes portant sur le contrôle des comptes de la gestion de la SPL OSE pour les exercices 2016 et suivants. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le rapport d'exécution de la DSP de Alpha 3A pour la gestion et l'animation des accueils de loisirs, bilan 2024. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le rapport annuel 2024 d'activité de la régie municipale de transport. Pas de mise en débat. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Nous arrivons à l'aménagement urbain, le projet de ville. Il s'agit, la 11, d'une délibération qui n'est pas mise en débat, de m'autoriser à signer, à créer des servitudes de passage et de réseau sur la parcelle à détacher AP 221, cession à la métropole, pour la réalisation de la chaufferie biomasse et de signer les documents relatifs à ce document et notamment l'acte notarié. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 12, autorisation donnée au maire de procéder à l'échange de parcelles AC 314
en partie. 315 et 328 avec les parcelles en partie AE3 et AE 215 appartenant à EDF et à signer les documents relatifs à ce dossier, et notamment l'acte notarié, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Sur la culture, il s'agit de m'autoriser à déposer le dossier de demande de subvention à la DRAC, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Je laisse Sam Toscano, adjoint à la culture, sur la 14, autorisation donnée à monsieur le maire d'accepter le don d'œuvres d'art de madame Antoinette Battier. Oui, Antoinette Battier est une pontoise et elle fait don d'œuvres à la ville de Pont-de-Clair. Elle estime qu'elle a appris la sculpture et la peinture grâce aux ateliers qui ont été mis en place par la commune et elle trouvait normal, par le biais d'un don, de remercier la collectivité. Et vous avez là, dans la salle du conseil, présenté par Romain, Commissaire d'exposition. la sculpture intitulée Cubisme, produite en granit. Nous avons aussi 4 peintures sur toile et 2 peintures sur CD vinyle qui ont été récupérées par le service culture. Merci beaucoup. Elles entrent donc désormais dans le patrimoine de la ville, comme beaucoup d'œuvres d'art que vous avez ici. Je ne parle pas des tableaux des présidents de la République, mais en tout cas celles qui sont plutôt à un niveau en dessous. Bien, y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Je mets aux voix. Merci en tout cas beaucoup à Antoinette Battier pour ce geste. Elle est pontoise, elle était pontoise, elle est partie dans une autre commune de la métropole, très active. Elle a travaillé à la ville un certain temps, à l'accueil de l'hôtel de ville. Voilà, merci beaucoup à elle. Et elle est revenue à Pont-de-Clair. Merci à elle, tout simplement pour ce don qui, encore une fois, est, je trouve, un signe vraiment extrêmement sympathique. Et il faut voter, me dit le directeur général. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Merci infiniment. Je laisse la parole à Maxime Nymphosy, adjoint au maire en charge du budget et des finances, pour le débat d'orientation budgétaire pour l'année 2026. Il s'agit de la présentation du rapport. La parole est à Maxime Nymphosy. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, nouveau débat d'orientation budgétaire, le dernier de cette mandature, qui a fait l'objet notamment d'une longue et précise présentation en commission avec de nombreux échanges avec les commissaires. Donc, je représente le document de manière synthétique. Je voulais déjà, dans un premier temps, saluer le travail fait par l'administration et le cabinet sur ce document qui est toujours réalisé avec précision pour vous donner l'ensemble des informations qui vous permettra à la fois de construire le budget pour les élus de la majorité, mais aussi de juger les orientations de la municipalité. Premier rappel sur le débat d'orientation budgétaire. Je disais que c'est le premier cycle budgétaire qui s'ouvre aujourd'hui et qui fera après office d'un long processus de présentation, puisque le budget primitif, lui, sera voté le 5 février 2026, puis s'en suivra l'exécution du budget, des votes de décisions modificatives, notamment l'affectation des résultats 2025 avec le budget supplémentaire. C'est des étapes qu'on a l'habitude d'avoir dans cet hémicycle. Et enfin, au plus tard, mais là on se projette loin, le 30 juin 2027, avec l'approbation du compte financier unique 2026. Donc c'est la fusion, comme on l'a déjà évoqué ici, même du compte administratif et du compte de gestion qui reprennent à l'exactitude l'ensemble des mandats et des recettes, des mandats, des titres, des dépenses et des recettes effectuées par la collectivité sur l'exercice 2026. Un petit point sur le contexte général plus que jamais incertain. On a l'habitude de le dire maintenant depuis l'ensemble de ce mandat, que nos constructions de chaque budget sont réalisées à la fois dans un contexte général national qui est très tendu, qui est incertain, instable, fragile
et qui nous donne des marges de manœuvre qui sont de plus en plus réduites et qui aggravent notamment la libre administration des collectivités territoriales et leur autonomie. On l'a déjà dit maintenant depuis plusieurs années. Une fois n'est pas coutume, l'exercice 2026 se fera sous le même standard. Vous avez déjà certainement entendu ce qui est demandé aux collectivités en termes de contribution. On verra notamment au moment du projet de loi de finances, si celui-ci est voté, quels seront finalement l'impact pour les collectivités. Donc le document qui vous est présenté est fait avec les éléments qui ont été jusqu'à présent connus. Ils seront certainement à même d'évoluer au regard notamment de la participation des sénateurs au projet de loi de finances. Actuellement au Sénat, il y a déjà eu des modifications entre hier et aujourd'hui, plus particulièrement cette nuit, donc qui fera notamment l'objet d'une présentation dans les minutes à venir. Projet de loi de finances, commission mixte paritaire avec les députés, les sénateurs, et on verra à quelle sauce on sera mangé. Donc rapidement, pour revenir un petit peu sur le mandat, puisqu'on est en fin d'exercice de mandature, un mandat très chahuté, de crise en crise, je vous rappelle, la crise du Covid, la guerre en Ukraine qui a eu un impact assez fort en matière d'inflation, notamment sur les prix de nos fournitures ou de l'alimentation, et une dégradation financière des indicateurs pour les collectivités locales, même si on a réussi, nous, sur ce mandat, à maintenir tout de même le cap. On y reviendra également. Le prochain mandat s'exercera aussi face à un défi financier qui est finalement sans précédent. Et je voulais rappeler, parce qu'on l'avait déjà évoqué lors d'un vœu au conseil municipal, la dette des collectivités représente 8% de la dette du pays. C'est un élément qui est important à prendre en compte et que les collectivités locales sont amenées à voter leur budget en équilibre. Ça, vous le savez. Et ce qui est demandé aux collectivités est hors de portée. On était quelques-uns au Congrès des maires cette année. Ça a été finalement le débat principal. Comment les villes vont contribuer et comment elles vont assurer en direct le service public de proximité auquel nous sommes attachés. Donc la facture était déjà salée en 2025. Je vous refais un petit point de rappel rapide. C'est chiffré à autour de 7,4 milliards d'euros la contribution des collectivités locales au déficit de l'État. J'ai récupéré ces chiffres auprès de l'Association des maires de France et vous rappelez qu'il y avait eu la mise en œuvre du DILICO, on y reviendra, pour plus de 2000 collectivités, le gel de l'augmentation du FCTVA sur nos investissements, on y reviendra, une baisse du fonds vert, notamment qui soutient la transition écologique, et l'augmentation de 4 points de la CNRACL, les cotisations retraite. Donc ces éléments-là, ils sont toujours d'actualité. J'ai mis plusieurs milliards de ponctions sur le budget des collectivités locales. On ne sait pas à ce stade. L'AMF prévoit 7 milliards d'euros, l'État 4 milliards. Donc il y a un gap qui est important et chacun a sa propre lecture de la contribution des collectivités. Donc les mesures principales qui sont pour l'ensemble des collectivités, on reviendra sur l'impact sur point clé. Donc le DILICO, vous vous rappelez, j'évoquais le fait que l'État nous forçait à épargner sur les recettes que nous encaissons pour pas qu'on les dépense. Donc il se mêle un petit peu de notre façon de piloter notre budget. Et donc pour cela, on avait contribué sous ce qu'on appelle le dispositif, le DILICO, à hauteur de 250 000 € l'année passée. Et cette contribution, elle est de nouveau mise en œuvre sous la forme du DILICO 2. Alors j'ai mis 2 milliards d'euros, mais cette nuit, les débats au Sénat ont permis de réduire cette enveloppe de 2 milliards et la contribution serait, je l'ai noté, de 890 millions d'euros. Et on n'a pas encore les modalités de mise en œuvre. Est-ce que les sénateurs souhaitaient que les communes ne soient pas impactées par le DILICO? Donc on ne sait pas comment ça sera tranché. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que ce qui était envisagé dans le DILICO 2, c'était
un échelonnement sur 5 ans et une redistribution à la commune de 80% de ce qui était prélevé. Auparavant, c'était 3 années et 90%. Donc, on n'a pas encore les éléments. Néanmoins, on se fixe comme démarche pour l'instant le scénario du pire. Sur la réduction de la compensation des baisses de valeur locative et des établissements industriels, 789 millions d'euros. On le disait, c'était une variable d'ajustement qu'on avait bien identifiée dans les différents budgets. Sous la réforme Castex, qui avait notamment exonéré de 50% les locaux industriels, sur le foncier bâti, on disait systématiquement, on retrouvait à l'euro identique sous forme de dotation cette perte de fiscalité. Et aujourd'hui, l'État souhaite récupérer 25% de cette exonération sur notre propre enveloppe. Donc on verra le manque à gagner. Ça avait fait l'objet aussi d'un vœu il y a quelques semaines de cela. Donc c'est un mauvais signal aussi envoyé aux villes industrielles qui tentent aussi de faire en sorte d'avoir sur leur territoire, de créer de l'emploi et d'avoir aussi des industries. Et aujourd'hui, on perd cette dotation. On verra dans le débat au Parlement si on reste sur une échelle à moins 25%. Le resserrement du FCTVA, je le disais, 700 millions d'euros à l'échelle de l'État, c'était moins 20%, c'était moins 10% en 2025, c'est moins 20% en 2026. Et là, le fait de perdre du FCTVA, c'est perdre des recettes, notamment pour les communes, sur leur capacité à investir sur le patrimoine communal, notamment sur leur voirie. Donc c'est aussi un élément qui est essentiel. La baisse du fonds vert, une nouvelle fois, 500 millions d'euros. Donc on nous dit d'investir dans la transition écologique et finalement on nous coupe les ailes sur ce volet-là. Autre impact, mais qui va certainement être modifié, c'était la baisse des crédits d'investissement. Donc la DETR en direction, c'était des enveloppes en direction des territoires ruraux, la DSIL qu'on a l'habitude d'avoir sur différentes opérations d'investissement et la DPV sur la politique de la ville. Il y a une baisse de crédit de 200 millions et en fait l'État souhaitait regrouper l'ensemble de ces enveloppes sur ce qu'on appelle le fonds d'investissement pour le territoire, le FIT. Ça fait penser à la fitness. Et la fitness, en gros, c'est on profite d'assembler les 3 enveloppes pour la réduire. Donc, ça a fait l'objet d'un débat au Sénat cette nuit avec une montée de bouclier des élus ruraux, notamment sur le fait de regrouper ces enveloppes et de perdre de la DETR. Et donc, ce qui a été retenu, c'est finalement d'abandonner cette fusion-là et potentiellement la baisse, elle sera quand même admise, mais on verra comment elle sera ventilée dans les trois dispositifs. À noter que c'est des enveloppes qui sont gérées au niveau du préfet de région et que les élus locaux appellent à ce que ce soit des enveloppes qui soient départementalisées à l'échelle du préfet des départements. Je vous ai noté quelques autres mesures qui auront un impact pour les collectivités locales, le gel de la DGF, la baisse des crédits de l'Agence nationale du sport et du Pass Sport, ça a été fait en début d'année, le fait d'enlever aux 6-13 ans, aux familles notamment, une enveloppe, une aide de 50 € pour augmenter pour les 14-17 ans, une aide de 70 €. Donc c'est un impact qui n'est pas négligeable pour les communes et pour Pontelet notamment, on a quelques recensements de certains clubs et c'est à peu près près de 200 à 300 gamins qui sont des familles qui sont impactées par cette baisse de pouvoir d'achat. Et j'ai rajouté la baisse sur les crédits de l'agence de l'eau et l'augmentation de 3 points supplémentaires sur la CNRACL. Donc c'est 12 points sur 4 ans qui ont un impact pour la commune. Donc ça, vous avez en toile de fond ce qui nous attend et ce qui n'est pas neutre dans la manière dont on prépare ce budget. Le budget, il s'articule autour de 4 axes prioritaires. On est dans la continuité de ce qu'on a fait tout au long du mandat, à savoir les solidarités au pluriel, l'écologie, la citoyenneté, la transformation urbaine du territoire. Continuité, ça ne veut pas dire immobilisme, mais bien continuité dans le fait qu'il n'y aura pas de grands nouveaux de projets nouveaux qui vont sortir de terre, puisqu'on est à quelques mois des élections, mais néanmoins,
notre volonté de pouvoir protéger et assurer la sécurité de nos concitoyens, de poursuivre notre engagement pour une écologie populaire, accessible et ambitieuse. C'est aussi ce qu'on s'est fixé en début de mandature. Préparer l'avenir de nos enfants en lien avec les familles au travers de notre projet éducatif, de nos politiques culturelles, sportives et citoyennes, de préserver et développer le dynamisme de la ville articulé autour de nos services de proximité et d'une transformation urbaine pensée pour tous. Et enfin, étendre la participation et la citoyenneté au plus grand nombre de nos concitoyens. On y reviendra dans une délibération notamment tout à l'heure. Donc ça, c'est nos grands axes et vous verrez au stade notamment du vote du budget comment on les décline de manière opérationnelle. En termes de méthode et d'orientation, je l'ai dit à plusieurs reprises, auparavant on construisait le budget, on va dire, à l'automne, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant plusieurs années, où une fois qu'on finit une fois qu'on vote le budget, on repart déjà dans un cycle budgétaire où les collègues élus travaillent, les services travaillent pour faire en sorte déjà de préparer la suite. Donc ce budget, il a une double vocation, préparer à la fois le budget 2026, bien évidemment, mais aussi de préfigurer le mandat à venir. Il y a quelques sujets importants et structurants dans cette préparation du budget. C'est la stabilisation des taux d'imposition, conformément à l'engagement pris en début de mandature. C'est l'évolution de nos dépenses encadrées par l'inflation. C'est aussi trouver 250 000 € de marge supplémentaire chaque année. Et ça a été notamment évoqué dans une lettre de cadrage adressée à l'ensemble des élus et de l'administration, soit trouver des économies nouvelles en matière de dépenses ou aller chercher des recettes nouvelles. L'objectif, c'est de dégager de la capacité d'autofinancement pour permettre de financer notre plan pluriannuel d'investissement. En matière d'investissement, le PPI reste notre référence commune et notre document de pilotage et il est actualisé très régulièrement avec Sam Toscano, Mebrock Boukersi et Gilbert Bonnet pour faire en sorte aussi de respecter nos indicateurs budgétaires. Un axe de travail prioritaire fixé partout, c'est la recherche des pistes de financement extérieur. Et on voit que les autres collectivités locales sont aussi touchées par le redressement des comptes publics. Donc on verra aussi comment la région, le département, l'État se positionnent aussi en matière d'accompagnement. Je le disais à quelques-uns en commission, on a eu des nouvelles très tardives, par exemple, sur le financement du stade Louis Maisonnat avec la région qui... au dernier moment, et on les remercie, nous ont apporté un soutien de 100 000 €, ou dernièrement, une aide de la région sur le PSP Jean Moulin à hauteur de 317 000 €. Donc, c'était des subventions qu'on avait enlevées, qui avaient fait l'objet de la décision modificative qu'on avait prise, et finalement, 3 jours après, on a su qu'on allait obtenir des subventions. Donc, vous voyez le caractère aussi incertain des financements extérieurs pour la collectivité, ce qui nous amène de fait à repenser et à retravailler très régulièrement notre plan pluriannuel d'investissement. L'objectif, je l'ai dit, c'est dégager de l'épargne brute. Elle avait été très mise à mal en début de mandature et sous les efforts réalisés en 2024 et 2025, on a pu dégager des marges de manœuvre et c'était notamment couplé au dynamisme de la fiscalité économique. Il y avait une inflation qui était assez importante, donc une inflation qui est payée par l'usager, l'habitant en matière de fiscalité foncière, mais aussi qui nous permet à nous d'avoir des recettes supplémentaires, je pense notamment à la fiscalité foncière des entreprises. Je ne l'ai pas noté, mais il y a un élément qui est important et qui fait l'objet en ce moment d'études. L'action publique n'a jamais coûté aussi cher. Je parle à ceux aussi qui siègent dans les CAO, les commissions d'arbitrage de marché. Les prix sont très, très importants. Et il y a un travail qui est fait actuellement pour aussi pointer du doigt le fait que certains organismes, notamment des centrales d'achat, les collectivités paieraient 20 à 30% plus cher que les prix habituels. Donc, il y a un travail qui est mené aussi par l'AMF sur ce sujet-là. Je reviens sur Pont-de-Claix et plus précisément sur les impacts des différentes mesures de l'État. Donc, je le disais, la baisse de 25% de la compensation pour les locaux industriels,
ça représente 800 000 euros à ce stade pour la ville de Pont-de-Claix en 2026. Donc très clairement, c'est l'élément majeur de ce budget et c'est l'élément majeur de notre prospective budgétaire. Si on est impacté à hauteur de 800 000 euros, c'est quelque chose qu'il va falloir absorber durablement dans nos finances. Et donc, c'est un élément qui n'est pas neutre. Je remets sur le DILICO, donc 5 ans au lieu de 3 ans, je vous l'ai dit, un remboursement de 80% au lieu de 90%. Donc, on nous grattait 10%, là, on nous gratterait 20%. Mais donc, on l'a chiffré à ce stade du budget à hauteur de 578 000 euros comme impact budgétaire pour la commune. Ce sera certainement moins. Mais pour l'instant, on n'a pas les éléments précis. Je l'ai dit, le débat a eu lieu cette nuit. Donc c'est juste à eux deux, à peu près plus d'1 million 300 000 euros qui seraient retranchés du budget communal. Et je parlais tout à l'heure de notre volonté de dégager de l'épargne brute, de retrouver les standards qu'on avait autour de 12-13%. Aujourd'hui, on a amputé dans l'État de 5% de nos recettes annuelles de fonctionnement et de la moitié de notre capacité d'autofinancement. Donc très clairement, 1,3 million, c'est à peu près la subvention au CCAS, pour vous donner une ordre d'idée, où c'est 3 années de cantine scolaire pour les enfants à Pont-de-Claix. Donc c'est vraiment un sujet qui est loin d'être neutre et on s'était tous positionnés collectivement pour alerter à notre modeste place les parlementaires. D'autres points, je l'ai dit, la poursuite de l'augmentation des cotisations retraite avec 250 000 euros par an. Donc ça, on l'a eu en 2025, on l'aura en 2026, on l'aura en 2027, on l'aura en 2028. Donc il va falloir aussi absorber ce montant-là. Et vous rappeler qu'on est toujours contributeur du déficit de l'État maintenant depuis pratiquement une quinzaine d'années sur le prélèvement sur la fiscalité, puisqu'on verse notamment dans le cadre de la péréquation 243 000 euros aux communes dites plus pauvres que nous. Donc c'est aussi un sujet qu'il faut avoir en tête. Sur le pilotage des ratios financiers, j'évoquais l'épargne brute, donc c'est les recettes de fonctionnement moins les dépenses. La volonté d'avoir une capacité de désendettement toujours en dessous des seuils des 10 années. Donc on serait dans ce qu'on projette à 9,51 années. Une épargne brute qui progresse par rapport à 2025. On gagne 261 000 euros. Donc on avance pas par pas pour faire en sorte de maintenir la ville budgétairement à bon escient. Donc je parlais de soutenabilité de la dette et de dégager de l'autofinancement, mais ces grands principes-là, vous les avez en tête. L'enjeu, c'est de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, donc qui s'articulent notamment au travers des charges à caractère général. On y trouve notamment les fluides, les fournitures. C'est un gros volume, près de 4 600 000 euros. Donc l'objectif, c'est de la maintenir en dessous de la progression de l'inflation qui est à peu près à 1%. Donc on attend les derniers éléments en fin d'année sur ce montant-là. Sur les charges de gestion, c'est de les faire progresser légèrement, moins que l'inflation, pour pouvoir notamment intégrer une revalorisation de la subvention du CCAS avec une vigilance continue de l'EHPAD. Ça, vous avez bien aussi en tête ce sujet-là. Derrière le chapitre 65, on y retrouve notamment les subventions aux associations ou encore à Alpha 3A ou au CIPI. Sur les dépenses de personnel, donc elles constituent un enjeu central dans nos maîtrises d'équilibre budgétaire, représentent 63% du budget. Et l'objectif, c'est d'essayer d'être stable sur ce chapitre-là. Il y a une annexe spécifique sur les ressources humaines. Je vous ai extrait les principaux points. Un pilotage donc de la masse salariale avec la collègue Dolores Rodriguez. Je l'ai dit, ça constitue un enjeu central pour les raisons que j'ai évoquées. Des prévisions de départ à la retraite qui sont plutôt identifiées autour de 12,5 départs par an. Des mesures statutaires réglementaires à intégrer, donc la CNRACL,
pour 250 000 euros, et le glissement vieillesse technicité, donc ça c'est l'évolution des carrières des agents. Il y aura la revalorisation du RIFSEP pour 67 000 euros qui a fait l'objet notamment d'un dialogue social par la collègue avec les organisations syndicales, et je crois qu'il y aura une renégociation l'année prochaine obligatoire en octobre 2026. Sur le taux d'absentéisme, il baisse de 2,36%. Donc c'est fait notamment par le travail mené par la préventrice autour des actions de prévention. Mais il y a aussi un sujet, c'est la réforme de la rémunération des agents, puisqu'ils perçoivent, dès qu'ils sont en arrêt maladie, 90% de leur traitement, alors qu'avant, ils étaient payés à 100%. Donc, on pense qu'il y a aussi un impact pour cela. Et la poursuite du budget action sociale qu'on avait notamment évoqué cette année, avec notamment un enjeu en 2027 sur la participation santé-prévoyance qui sera obligatoire. Donc tout cela est mis en œuvre dans le cadre du dialogue social. Sur les recettes de fonctionnement, quelques éléments d'information. Donc le maintien d'une taxe foncière qui est une évolution des bases qui est à 0,8%, donc c'est pas élevé, donc c'est bien pour nos concitoyens, mais pour nos rentrées d'argent à nous, c'est moins dynamique que ce que l'était les années précédentes. À noter qu'on intègre 137 nouveaux logements dans les bases fiscales, donc ça, c'est pas neutre. Néanmoins, il y a quand même des aléas entre ce qu'on anticipe et ce qui sort réellement, dû aussi à la contraction du marché immobilier. La THRS, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, j'ai remis les éléments appliqués entre 0 et 240 000 euros. On s'était dit cette année qu'on aurait peut-être autour des 200 000 euros de recettes. Et en fait, on a eu les premiers rôles fiscaux et c'est 60 000 euros à peu près de recettes qui sont intégrées sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc il y a certainement eu un travail à la fois des services fiscaux et à la fois des propriétaires pour régulariser leur situation. Donc voilà, on a une première année à 60 000 euros sur l'exercice 2025. On l'intégrera notamment au compte financier unique. Sur les produits des services, on reste notamment sur le maintien des tarifs avec 15 tranches de quotient. Ça avait fait l'objet d'une délibération cadre en 2021 et c'est toujours indexé sur l'inflation. Mais par exemple, sur les questions de restauration, on essaie de ne pas intégrer la totalité de l'inflation et de la répercuter sur les familles. Sur la fiscalité reversée, qui représente à peu près 10 800 000 euros, donc ça, c'est la fiscalité reversée par la métropole. On a l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. Elle reste stable pour cette année et on verra notamment sur le prochain mandat si ces enveloppes-là sont rediscutées. Sur les dotations et subventions, je vous ai déjà évoqué la compensation d'exonération sur les locaux industriels. Donc on retrouvera moins 25% sur les 4 millions d'euros qu'on perçoit. Et quelques éléments là qui sont plutôt dynamiques, c'est la dotation de solidarité urbaine qu'on perçoit pour 396 000 euros. Elle progresse de 35 000 euros par rapport à 2025. C'est notamment lié à la fois aux logements sociaux qu'on construit sur la ville et l'indicateur de revenus par habitant. Et enfin, je vous rappelle quand même que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, est le premier financeur de la ville. Et là, on a des ressources dynamiques sur les questions politique famille, petite enfance, jeunesse. Donc c'est à souligner. En matière d'investissement, vous avez les grandes enveloppes par grande thématique sur la mutation des équipements publics, l'aménagement urbain, la transition écologique, l'entretien du patrimoine et les autres investissements. Vous vous rappelez qu'on a toujours la démarche de ESD, du schéma directeur immobilier énergie qui est en cours, qui a à la fois deux volets, un volet investissement, réhabilitation thermique et un volet cession du foncier pour réduire aussi notre patrimoine communal. Je rappelle qu'on a en termes de foncier 50% de plus de foncier que des communes de même strate. L'investissement productif privilégié, c'est ce qu'on a fait autour notamment du renouvellement de l'éclairage public, voire du renouvellement de la flotte de véhicules.
priorité aux projets avec financement extérieur. Donc, on a notre PPI, mais si on a des acteurs qui se positionnent pour nous dire on vous accompagne sur ce projet, c'est tout de suite, c'est maintenant, on fait bouger aussi notre PPI, on lui donne de la souplesse pour pouvoir aller chercher les financements quand ils se présentent. Et enfin, un enjeu dans notre PPI, ce sera de financer bien évidemment les coûts partis. Les coûts partis, on a notamment la concession sur les minotiers, les enjeux liés à l'éclairage public ou à la flotte de véhicules, je l'ai évoqué par exemple, ou des enveloppes liées notamment au GER, espace public ou bâtimentaire, qui nous permet aussi d'investir à la fois dans les écoles, sur les équipements sportifs et associatifs, ou encore à l'EHPAD. Enfin, pour terminer, quelques éléments sur la structuration et la gestion de notre dette. Elle représente 23 900 000 euros de notre capital. L'idée, c'est qu'on ait un financement qui soit responsable et vertueux. Donc, on est aussi attentif lorsqu'on mobilise des emprunts à faire en sorte de stabiliser notre niveau d'emprunt en matière de taux variables, de s'offrir aussi une capacité de renégociation de nos taux d'intérêt s'ils évoluent à la baisse pour diminuer nos charges financières qui restent malgré tout importantes et qu'on doit maîtriser parce que je vous rappelle que les charges financières, elles pèsent notamment sur notre budget de fonctionnement. Et enfin, pour vous rappeler, il y a une nouvelle campagne d'emprunt pour 2025. On a topé là à 3 millions d'euros notre emprunt. On est encore dynamique puisqu'on a quand même 6 banques qui se sont proposées. On a retenu une offre du Crédit Mutuel à un taux fixe de 3,60 €. Et notamment dans ce cadre-là, on aura aussi la capacité à renégocier nos taux d'intérêt si ils évoluent à la baisse. Et je voulais quand même vous rappeler que notre dette diminue de 776 000 euros par rapport à 2025. Vous avez tout ça dans les documents. Donc voilà pour ces éléments budgétaires. Pour conclure, jamais, au grand jamais, les collectivités ont été mises à mal et dans un climat aussi incertain, alors qu'aujourd'hui, nos concitoyens, les besoins sociaux de nos concitoyens augmentent chaque jour un peu plus, que ce soit en matière d'action sociale, en matière d'accès au logement, en matière d'accompagnement éducatif, en matière de transformation de nos espaces publics et de notre cadre de vie, en matière de sécurité. Et cet effet ciseau, finalement, entre notre perte de dynamisme en termes de recettes et une contribution qui est chaque jour un peu plus forte, nous amène aussi à la fois à monter au créneau pour nous faire entendre, mais aussi à mettre en garde le pacte de cohésion sociale et locale qui pourrait être aussi entaché au travers des choix budgétaires qu'on aurait à faire dans les mois à venir. Donc je voulais aussi qu'on ait tout ça en tête. Le travail, il est loin d'être terminé parce que je disais que on verra ce qui résultera du projet de loi de finances, s'il est voté, s'il passe par une loi spéciale, sous ordonnance, etc. Le PLFSS a été voté hier à l'Assemblée. Maintenant, on verra les éléments et la contribution des collectivités locales. Il y aura certainement d'autres rounds de discussion avec les adjoints sur les copies qui ont été rendues. Moi, je voulais aussi les saluer parce que ce n'est pas un exercice qui est facile à mener. On avait le luxe pour les anciens qui siègent dans cet hémicycle, finalement, de ne pas compter notre argent ou de moins la compter, d'avoir moins de débats sur les dépenses qu'on pouvait avoir à la fois en matière de fonctionnement, en matière d'investissement. On rentre dans une nouvelle ère qui est bien claire aujourd'hui et qui nous amène donc à réinterroger nos politiques publiques, à voir si celles-ci sont efficaces, ont du sens, touchent bien nos concitoyens. Et c'est aussi ce qu'on amène dans nos débats avec responsabilité, courage et parfois un petit peu de friction entre nous, mais c'est légitime, c'est aussi ça la démocratie. Et voilà, c'est aussi des éléments qu'il faut qu'on ait tous en tête. Donc on verra au moment du budget quelle présentation nous pourrons vous faire, mais avec toujours la même ambition d'accompagner nos concitoyens dans leur vie au quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très claire des éléments. C'est complet et c'est bien de les avoir dans cette complexité nationale. Je voudrais ajouter juste un petit point très simple
les deux éléments qui sont assez dimensionnants sur nos pertes de recettes, l'adjoint aux finances les a montré, c'est le DILICO. Bon, cette espèce de prélèvement remboursé, pas à 100%, étalé dans le temps, qui est quand même, en termes d'innovation, je dirais, la ponction, assez remarquable. Comme idée de dire, on vous prend, on vous rembourse plus tard, et pas tout. Ce qui est quand même, effectivement, assez... voilà. Dans certains... Si on faisait ça dans la vie quotidienne, vous diriez, c'est du vol. Mais en l'espèce, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est les exonérations de foncier industriel. Moi, je trouve que c'est quand même d'une violence inouïe parce que nous avons connu ce que nous avons connu sur Vancorex, sur la plateforme chimique, avec la dureté déjà de l'annonce de suppression. Aujourd'hui, vous avez entendu que l'entreprise fleuron industriel français Brandt était liquidée, ce qui est absolument terrible, alors qu'il y avait une reprise, on se cote soutenue par l'État. On marche quand même vraiment sur la tête. Je voudrais juste dire ici, pour la complétude des débats, nous avons transmis à la députée Marie-Noëlle Battistel un amendement pour supprimer ce prélèvement sur le foncier industriel qui a été adopté en commission. Elle l'a fait adopter en commission. Commission, pas tout le monde est là, mais bon, voilà, ceux qui sont là votent, et en tout cas, ça a été adopté. Et comme le projet de loi de finances a été, vous vous rappelez qu'il a été rejeté dans sa première partie à l'Assemblée nationale, donc il est parti directement au Sénat avec la version où l'amendement a été accepté. Donc il arrive au Sénat avec tout simplement, je dirais, cela. On va voir si les sénatrices et les sénateurs sont aussi sensibles aux territoires ruraux, ou en tout cas, sont aussi sensibles aux territoires industriels urbains qu'aux territoires ruraux. On va voir, on l'espère. C'est pas les mêmes électeurs aux élections sénatoriales, on le sait tous très bien. Mais en tout cas, on l'espère. Voilà, je ne serai pas plus long sur ce complément. Là. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Oui, Julien Dussart. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Ce débat d'attention budgétaire intervient dans un moment où les communes sont mises en difficulté par un cadre national particulièrement contraint. Les collectivités subissent une inflation durable, des dotations incertaines et des décisions de l'État qui réduisent chaque année un peu plus nos marges de manœuvre. Il faut le dire clairement, les communes ne peuvent pas être les amortisseurs permanents d'une politique nationale instable. Dans ce contexte, les orientations présentées pour 2026 montrent la volonté de maintenir une gestion sérieuse. C'est nécessaire. Mais elles montrent aussi combien notre capacité d'action dépend aujourd'hui d'un environnement national qui ne nous aide pas. La situation financière de Pont-de-Claix reste globalement maîtrisée, mais cette stabilité exige une attention constante dans un cadre national qui fragilise les collectivités. Je vais également évoquer les enjeux mis en lumière dans le DOB. Concernant l'EHPAD, les besoins des familles de nos aînés sont en forte progression. Un établissement moderne, adapté, mutualisé, serait une réelle avancée pour le territoire. Nous y sommes favorables et nous serons attentifs à ce que cette réflexion se traduise en solutions concrètes pour les habitants, car les attentes sont réelles. Le DOB mentionne également la situation de Vancorex. Il y a quelques jours, une étape importante a été franchie. Une offre de reprise portée par Exelia a été déposée au tribunal de commerce de Lyon. C'est un signal encourageant pour les salariés concernés, pour les familles du territoire et pour l'avenir de la plateforme chimique. Nous attendons désormais la décision du juge qui conditionnera la suite de ce dossier essentiel pour notre bassin d'emploi. Je veux aussi dire un mot pour nos associations. Elles tiennent une place essentielle dans la cohésion sociale, sport, culture, jeunesse, solidarité, depuis de nombreuses années. La commune les soutient fortement avec des subventions stables et des équipements mis en disposition gratuitement. Dans ce contexte national difficile, préserver cette dynamique locale est indispensable pour accompagner les familles et maintenir la vitalité des quartiers. Enfin, la participation citoyenne doit rester un axe fort.
À un moment où la confiance envers les institutions nationales s'érode, c'est au niveau local que l'on peut recréer du sens. Plus d'explications, plus de dialogue, plus d'espace où les habitants peuvent s'exprimer. C'est ainsi que l'on renforce le lien entre la ville et la population. Pour conclure, notre groupe aborde ce débat de façon budgétaire avec sérieux et sens de responsabilité. Nous serons attentifs aux enjeux sociaux, exigeants sur les choix futurs et déterminés à défendre les intérêts des habitants. Et nous resterons constructifs chaque fois que ça permettra de faire avancer Pont de Clé dans l'intérêt général. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Swat Grand. Oui, je voulais juste faire une... Enfin, ça va être très court. Je voulais juste féliciter et remercier en fait l'ensemble des élus et des agents et des services parce qu'ils ont réussi à à préparer un budget dans dans un contexte, on le voit bien, extrêmement compliqué, donc avec une gymnastique de l'esprit qui a été quand même assez incroyable, donc bravo. On voit que c'est un budget qui reste, comme d'habitude, maîtrisé, qui est fait avec responsabilité, qui est toujours tourné vers un maximum de services publics pour l'ensemble de nos concitoyens, surtout au niveau de nos aînés, notamment nos jeunes, qui sont quand même la base, et on le voit bien à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous à Échirolles, avec toute cette violence, avec toute cette insécurité, tout passe par la jeunesse. Donc c'est vrai que quand on enlève des aides aux familles pour que les jeunes puissent aller plutôt dans les clubs de sport, plutôt que de traîner dehors, entre guillemets, ça pose question quand l'État n'est pas là pour soutenir des industries, ça pose question quand l'État n'est pas là pour soutenir des familles en difficulté. On a le cas sur la métropole avec ces familles qui sont hébergées pour l'instant au siège de la métropole. Donc là, c'est la métropole et l'ensemble des communes de l'agglomération qui fait le maximum pour aider ces familles-là. Donc ça pose encore question. On se pose des questions souvent parce que tout repose sur les collectivités. Et les collectivités, nous, élus, adjoints, conseillers municipaux, on est en première ligne en fait, des habitants. Et en fait, ça devient extrêmement compliqué de leur dire on aimerait, mais on ne peut pas, on n'y arrive pas parce qu'on ne nous donne pas les moyens. Alors on nous demande beaucoup, l'État nous demande beaucoup de faire beaucoup, mieux, toujours plus, mais en nous donnant de moins en moins d'argent et en nous ponctionnant de plus en plus. Et après, ça, c'est une analyse sur personnelle, mais à chaque fois, je suis toujours sidérée qu'un État puisse présenter un budget déficitaire alors que nous, les collectivités, nous avons l'obligation d'avoir un budget équilibré. Donc là, voilà. Mais en tout cas, bravo et encore bravo à tous. Merci beaucoup, Soit Grand. D'autres interventions? Patrick Durand. Non, quelques mots. Je reprenais ce que on a dit l'année passée au sujet de l'organisation budgétaire. Il n'y a rien malheureusement qui a changé en termes des finances, donc tous les enjeux posés. Donc aujourd'hui, sur la présentation de Maxime Nafouzi, on n'a pas de remarques particulières, si ce n'est que on constate la situation compliquée dans laquelle on est et sur laquelle il faut qu'on soit très attentif au moment des prochaines élections, sur les engagements aussi politiques d'un certain nombre des élus aujourd'hui en responsabilité. Voilà, autrement, on n'a pas de remarques particulières. Merci. D'autres interventions? Quelques mots pour compléter. Maxime Nafouzi a dit la dette, le poids de dette des collectivités, c'est 8% de la dette globale. Moi, ce qui me sidère, vous avez vu aujourd'hui, on vous présente une prospective de dépenses, une prospective de recettes. On est toujours sur les 4-5 prochaines années. Aujourd'hui, au niveau de l'État, on parle du budget 2026. Et c'est quand même assez impressionnant, ce décalage de méthode, de se dire que finalement, nous sommes dans la prévision, nous essayons d'organiser dans la durée, pour permettre de donner là aussi dans la durée aux acteurs associatifs, aux différents acteurs que nous soutenons, de la visibilité. Et on a un État qui, je dirais, gère l'année suivante. Je rappelle que quand même, en l'espace de quelques années, le gouvernement et le président de la République ont fait dériver la dette de près de 1000 milliards. 1000 milliards. Et là, je trouve qu'on ne parle pas assez de tout ça. C'est-à-dire, finalement, comment on a pu permettre cette dérive. Je vais vous donner juste une remarque que j'ai eue dans la discussion que j'ai eue avec un député très connu de droite,
qui s'appelle Gilles Carrez, qui est un spécialiste des finances publiques, et qui me disait, parce qu'on discutait du passé, il me disait, lorsque j'étais avec Didier Migaud, lui-même rapporteur général du budget ou président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, nous avions, tous les mardis, avec les services de Bercy, un point sur l'évolution de nos recettes et l'évolution de nos dépenses de l'État. On avait un pilotage. Il me dit aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on l'apprend, parfois, plusieurs mois après, et tout ça est parti quand même, on s'en rappelle, de l'an dernier, lorsque on a découvert effectivement ce dérapage budgétaire à quelqu'un qu'on a attribué quand même le qualificatif de Mozart de la finance. C'est d'abord profondément insultant pour Mozart. Voilà, et puis c'est surtout que on peut avoir des actions sans aucune conséquence. C'est quand même assez fou. Moi, je pense qu'il y a d'autres pays où une telle dérive aurait eu des conséquences, tout simplement, je dirais, politiques, personnelles, le fait d'avoir entraîné ça. Et nous, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est là beaucoup depuis un certain nombre d'années, on est amené systématiquement à contribuer à cela. Il y a un trou qui augmente, et finalement, chaque année, on nous dit « bah, vous devez faire encore un effort ». Ce qui est quand même assez fou comme considération politique, en fait. Nous ne sommes responsables de rien de ce qui a été fait. Nous sommes responsables de notre dette, en fait. Alors, est-ce que pour autant, nous ne pourrions ne pas être solidaires? Ça se discute. Bah, ça s'appelle un pacte que l'on établit avec l'État, qu'on le fait déjà. Maxime l'a dit, 243 000 € de prélèvement sur nos recettes. Ça, c'est automatique. C'est même plus discuté. C'est-à-dire qu'on nous prélève. D'entrée de jeu, ça, c'est pour résorber notre déficit. Et on continue, on nous rajoute un illico, on nous rajoute des bases industrielles, etc., etc. En fait, tout ceci n'est pas durable, en fait. Ce qu'il faut quand même mesurer, c'est que si les communes sont moins touchées dans le projet de loi de finances 2026, comme le Sénat semblerait vouloir le faire, ça veut dire que c'est qui va être touché? Ça va être les intercommunalités, ça va être les départements. Donc de toute façon, à un moment donné, il y aura toujours bien un dans la séquence, dans l'organisation, qui sera plus touché que d'autres. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est qu'à un moment donné, que nous puissions être responsables et, je dirais, être comptables de dérapage. Nous sommes auscultés régulièrement, hein, la Chambre régionale des comptes nous ausculte régulièrement, toutes les collectivités vérifient si les trajectoires sont là, sont pas là, etc. Les services de la préfecture aussi. Et ce qui est fou quand même dans tout cela, c'est qu'on est de nouveau invités, mais je dirais même pas invités, puisque finalement ça nous est imposé. Donc c'est même pas une invitation, c'est une imposition, et les collectivités sont la variable d'ajustement de tout cela. Donc ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'il faut dire aux habitantes et aux habitants qui nous écoutent, c'est qu'à un moment donné, tout ceci aura des conséquences sur le service public. En plus, il n'y a qu'une seule capacité à avoir des recettes aujourd'hui, c'est la taxe foncière. On sait très bien que quand même, on a aussi tué le débat sur l'impôt dans ce pays. Bah, aujourd'hui, vous dites je veux augmenter les impôts pour faire ça. Bah, en fait, c'est très impopulaire. Parce que, effectivement, mais parce que la tension sur les habitants est devenue telle par beaucoup de sujets. L'alimentation, le logement, qui a flambé depuis des années. Donc, il n'est pas étonnant que nos concitoyens disent attention, l'impôt, c'est trop. Mais l'impôt, ici à Pont-de-Claix, il sert à tout ce qui a été dit. On le sait. Donc, je ne dis pas que l'État ne fait pas fonctionner ses administrations, sa police, sa gendarmerie, sa justice, qui sont effectivement essentielles. Donc là, en fait, on dit, mais c'est quoi le coup d'après, quoi? C'est quoi le coup d'après?
Donc, si cette année, c'est quasiment 1,3 million tel qu'il est projeté, prochain coup, c'est quoi? 1,3 million, c'est, vous mesurez quand même, 1,3 million, c'est une ponction qu'on n'a jamais connue depuis des dizaines d'années. On n'a jamais connu une telle... Donc ça, enfin franchement, j'espère que dans la sagesse, les sénateurs vont permettre à un moment donné de revenir là-dessus, mais la réalité, ça va être ça. Alors, vous voyez qu'on est en plus maltraité, c'est-à-dire qu'on construit des logements pour permettre effectivement là aussi d'être dans cette dynamique nationale où on nous dit qu'il faut construire du logement même si on n'aide plus le logement. On nous dit qu'il faut avancer sur la transition écologique. On avance sur la transition écologique. On a fait un schéma directeur. On a de moins en moins de recettes d'investissement pour pouvoir financer nos projets. Donc, finalement, on répond positivement à la demande de l'État d'agir et de faire sur nombre de sujets. Et en même temps, derrière, on nous dit le cerveau droit coupe, etc., etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'est plus durable, et je pense que des départements sont déjà dans des situations extrêmement compliquées financièrement. Départements, c'est des solidarités quand même, hein. Faut pas oublier ça, hein. La principale dépense, c'est les solidarités. Donc, il faut qu'on sorte de ce débat mortifère qui consiste à considérer qu'on est toujours cette variable d'ajustement et qu'on n'a pas de vision à plus long terme sur tout simplement ce que peut être le budget de l'État. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On n'a pas dit grand-chose, mais ça veut dire quand même que dans cette séquence-là, les parlementaires devraient quand même bien mesurer que aujourd'hui, qui agit en matière de ralentisseur de la précarité, des difficultés, ce sont les collectivités territoriales. Qui investit dans les territoires vis-à-vis des TPE, des PME, ce sont les collectivités locales. Quand vous avez le BTP qui existe, le bâtiment bien sûr, les travaux publics aussi, qui disent attention, les collectivités, si vous allez plus loin dans la baisse, eh bien, ça sera pour nous mortifère et on sera obligé de séparer tout simplement de nos salariés. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne absolument pas rond dans cette séquence-là. Bon, voilà, une fois que c'est dit, je pense qu'il faut l'affirmer fortement. Et pour nous, quand même, qui perdons un fleuron industriel, près de 600 salariés sur la plateforme chimique, des familles qui sont aujourd'hui, qui vont connaître pour certaines un Noël dans les difficultés, on a ça. On nous dit, si le territoire s'était pas mobilisé et avec un ministre un peu plus ouvert sur le sujet et très clairement ouvert, eh bien, en plus, on nous coupe nos recettes industrielles. Vous avez vu quand même, c'est d'une justice absolue. Vous perdez les sites et en plus, on vous coupe les recettes. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça peut s'appeler, mais il y a quand même une forme une forme d'acharnement sur les collectivités. Donc voilà, il faut évidemment qu'on prépare les choses, mais en tout cas, il faut aussi expliquer à nos concitoyens le traitement qui nous est fait aujourd'hui, qui est un traitement qui n'est pas mérité. Je dirais qui n'est pas mérité. Quand vous dites qu'on est en train de se désendetter pour cette année, c'est quand même incroyable, hein. Nous désendettons, mais par contre, on nous demande de contribuer beaucoup plus à l'endettement national, ce qui est quand même, là, encore une fois, absolument fou dans ce que nous faisons, le sérieux que nous faisons et ce qui est fait ailleurs. Je ne serai pas plus long. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole, d'intervention? Maxime, c'est tout bon? Eh bien, très bien. Alors, on prend acte, on vote sur la prise d'acte? On vote, on prend acte. On vote qu'il y a eu présentation, qu'il y a eu débat. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopter donc la prise acte du rapport est donc adoptée à l'unanimité. Merci infiniment. Autorisation donnée au maire d'engager des crédits d'investissement. Je laisse la parole à Maxime Nymphosy. Oui, alors, très rapide. Comme l'an dernier, comme nous votons notre budget en février, il y a des dépenses
dès le 2 janvier qui vont être réalisés par les services. Et donc, on nous demande de prendre une délibération pour ouvrir 25% de nos crédits d'investissement pour que les services commencent à engager, liquider ou mandater des dépenses en investissement. Voilà. Merci beaucoup. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci beaucoup. La 17. Autorisation nos maires de signer la convention avec la métropole pour le versement d'un fonds de concours attribué à Flottibule. C'est dans le cadre du fonds de concours piscine de la métropole. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Sam Toscano pour l'autorisation de nos maires de signer la convention d'actualisation de participation au déficit de l'opération de la zone d'activité économique des papeteries avec la métropole. Sam Toscano. Oui, la requalification du site des papeteries en zone mixte a été déclarée d'intérêt métropolitain en 2016. Les contours d'un projet pour redonner vie à cette friche industrielle ont été définis dans le cadre d'une opération d'aménagement qui a été concédée en 2018 à la SPL Isère Aménagement pour une durée de 11 ans. Je vais peut-être vous rappeler un petit peu la programmation qui est prévue sur cette zone des papeteries. L'idée est de développer une zone d'activité en lieu et place de l'ancien site industriel d'environ 40 000 m2, dédié à l'activité économique, artisanale et industrielle, avec la création d'un parc d'activités productives, permettre la réalisation d'une opération de logement, environ 45 logements, en transition avec le quartier existant. Cette opération prend en compte la restauration de la bâtisse appelée le château, requalifier l'avenue du Maquis de Loisan, réaliser un parc linéaire sous la forme d'une frange naturelle entre le plateau de Champagné et la réserve du Drac, réhabiliter la halle d'activité dans le parc économique, préserver la préservation de la halle Marceline, conservation du mur patrimonial le long de l'avenue du Maquis de Loisan et la réhabilitation de la maison Sombardier. Pour vous donner un point d'étape, puisque plusieurs entreprises ont été accueillies sur cette zone des papeteries. La première, c'était l'entreprise Semios qui produit des machines d'assemblage et des bancs d'essai. La deuxième, c'était Azur Adhésif qui est arrivé il y a quelques mois et en train de se construire l'implantation de la société d'Hervieux Rétis Solutions. C'est une entreprise qui était installée jusqu'à présent au Rondeau. Ils conçoivent et fabriquent des matériels pour lignes électriques de distribution et de transport d'énergie. Ils vont venir à une trentaine de salariés sur le site. Et puis, il y a Altiprom qui va créer un parc d'activité de 6400 m2 dédié aux entreprises de production industrielle. Et la première, alors je suis prudent parce que ce n'est pas encore complètement validé, mais la première entreprise qui devrait s'installer dans ce parc d'activité est Dauphiné Menuiserie, une entreprise locale qui est aujourd'hui sur Échirol et qui devrait venir avec une trentaine aussi de salariés, 31 salariés. Voilà pour ce qui est des entreprises qui s'installent. Pour revenir à la délibération, donc par délibération conjointe, le Conseil métropolitain et le Conseil municipal de Pont-de-Claix ont approuvé respectivement le 6 avril 2018 et le 28 juin 2018 le principe du partage de déficit de l'opération des papeteries et de financement du déficit par la fiscalité nouvelle générée par les constructions. Les délibérations de 2018 renvoyaient à l'établissement d'une convention en 2025 après réévaluation des montants des produits fiscaux pour fixer les modalités de versement de la contribution de la ville. C'est l'objet de cette délibération. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Non. Alors je la mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Merci. La 19, pas de mise en débat. Il s'agit de signer la convention d'utilisation de Flottibule avec la commune de Saint-Martin-de-la-Cluse. Une régularisation 2024-2025. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Adopté. Maxime Nafosi pour une attribution d'une subvention à l'association Aide aux enfants de Menzel Abderrahmane. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire.
Tout a commencé par l'envie d'être utile. Donc, ce sont les propos de Myriam Esside, jeune pontoise habitante du quartier Taillefer-Marceline, au sujet de son souhait de récolter des fonds pour une école en Tunisie, dans la ville de Menzel Abderrahmane, une ville qui se situe à 65 km de Bizerte, au nord de la Tunisie, et dont de nombreux concitoyens pontois, mais aussi martinérois ou cessignétois, sont originaires. Myriam habite, je l'ai dit, le quartier Taillefer. Elle suit actuellement des études pour devenir enseignante et son souhait de venir soutenir l'école de la ville dont ses parents sont originaires. Accompagnée de deux amies pontoises, elles se sont lancées dans une récolte de fonds au travers, dans un premier temps, d'un tournoi de volley organisé en 2024 qui ont permis de récolter quelques centaines d'euros pour acheter des premiers kits aux enfants dans cette ville pour qu'ils puissent étudier avec les fournitures nécessaires. Donc ce travail au carrefour à la fois de notre politique jeunesse, de notre politique de vie associative et citoyenne et de coopération internationale, et accompagné par les services municipaux, notamment le service jeunesse, fait que nous prenons une délibération ce soir pour attribuer une subvention de 500 euros pour permettre à cette association de jeunes de pouvoir investir dans quelques boissons, aliments, afin de pouvoir organiser différentes manifestations sur la ville pour leur permettre de récolter des fonds et soutenir l'école. Elles sont en lien notamment avec l'école et les enseignants de la ville. Les services municipaux sont également en lien. Je le dis, ce n'est pas un jumelage, ce n'est pas une coopération internationale portée par la ville, mais portée par une association qu'on accompagne. Et il y a un projet notamment de lien entre une classe de CE2 de l'école Île-de-Mars et l'école sur place. Donc on est en train de voir les modalités de dialogue au travers à la fois de l'aide de courrier, mais aussi par réseau Internet. Donc tout ce travail-là est fait afin de soutenir l'école de cette ville. Et moi, je suis très content. On dit très souvent que les jeunes, ils ne s'engagent pas. Mais les jeunes à Pont-de-Claix, ils s'engagent par cette association, mais ils s'engagent aussi notamment dans nos différentes associations, certains en faisant de l'arbitrage, d'autres en entraînant des tout-petits les samedis, ou d'autres en faisant des maraudes à la fois dans la métropole ou en apportant des colis alimentaires pour des concitoyens à Pont-de-Claix qui sont en difficulté. Donc je voulais profiter de cette délibération pour aussi évoquer cette richesse qu'on a sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Une autre subvention à l'association, la Passerelle des âges, pour l'année 2025. Maxime Nafouzi. Oui, on a été sollicité par l'association La Passerelle des âges, que vous connaissez tous, qui œuvre pour récolter des fonds et pouvoir les distribuer à des personnes qui peuvent être en situation difficile, handicap, précarité financière. Et l'association souhaite organiser le 31 décembre au foyer municipal un jour de l'an solidaire. Donc, elles nous ont demandé une contribution à hauteur de 2 000 euros. Il vous est proposé de leur verser un premier acompte de 700 euros pour qu'ils puissent engager les premières dépenses, et qu'en fonction du nombre de participants, on versera ou pas l'acompte qui atteindra donc les 1 300 euros pour une subvention globale de 2 000 euros. Les règles ont été très clairement posées avec l'association et ça convient à tout le monde. Donc on leur souhaite de réussir ce pari-là et de faire en sorte que des personnes qui ont envie de fêter le Nouvel An ou qui peuvent être aussi en situation d'isolement chez eux pendant les fêtes de fin d'année puissent venir profiter d'un instant convivial au foyer municipal le 31 décembre. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Isabelle Emriveoff. Je me permets de le rappeler, la Passerelle des âges, en fait, c'est une association, comme disait Maxime, qui récolte des fonds pour après pouvoir acheter des choses dont les personnes pourraient avoir besoin, et notamment les personnes âgées, ou faire des actions. C'est une association qui, chaque année, vient à l'EHPAD
offre un cadeau à tous les résidents de l'EHPAD et leur offre une animation pour Noël. Ils sont venus l'année dernière, donc ils ont offert des couvertures à chacun, des bougies, enfin, ou des kits, cette année, des kits serviettes, de toilettes, etc. En tous les cas, c'est extrêmement apprécié et tous les résidents de l'EHPAD ont comme ça un cadeau de cette association. Donc, je tiens encore à les remercier pour leur engagement. Merci beaucoup. Merci à elle, à l'association. Qui s'oppose, qui s'abstient, unanimité merci, sans mise en débat, l'autorisation donnée au maire de signer la convention d'utilisation du plancher gymnastique au gymnase Maisonna avec l'association amicale gymnique pontoise, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Autorisation la 23 donnée au maire de signer une convention entre la commune d'Échirolles, celle de Pont-de-Clé pour un enfant pontois accueilli en Ulysse sur la ville d'Échirolles, c'est classique, la réciprocité que nous mettons en place. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. La 24, autorisation donnée au maire de signer les avenants à la convention locale d'utilisation de l'abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties avec les bailleurs sociaux, l'État et la métropole pendant la durée du contrat de ville, en vous rappelant évidemment que le logement social est exonéré de taxes foncières. C'est pour cela qu'il y a ce dispositif qui revient pour partie sur tout simplement les territoires. C'est ça l'enjeu qui est derrière ça. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Autorisation donnée au maire de signer la convention d'autoconsommation collective avec Enedis suivant l'installation de centrales solaires photovoltaïques sur nos 2 centrales solaires photovoltaïques qui ont été installées sur à la fois l'école Jean Moulin et sur l'école élémentaire Île-de-Mars. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Je laisse la parole à Dolores Rodriguez pour l'autorisation donnée au maire de procéder au recrutement de chantiers éducatifs locaux et de jobs citoyens pour l'année 2026. Dolores Rodriguez. Oui, merci Monsieur le maire. C'est une délibération récurrente chaque année, mais pour 2026, cela concernera 50 jobs citoyens et il y aura 2 chantiers éducatifs avec 4 jeunes, à chaque fois coordonnés par le service jeunesse et la PAZ. Voilà. Merci. Il est important de maintenir ces dispositifs, là aussi, qui sont très, très utiles et très appréciés. On aimerait en faire plus, mais voilà, c'est aussi ça le sujet. Ouais. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté, merci. L'ajustement de versement d'une prestation de service... non, pardon, j'en ai sauté une. Recensement de la population, recrutement et rémunération des agents recenseurs pour l'année 2026. C'est important. Pas de mise en débat. Je vous rappelle que depuis quelques années, la population de la ville de Pont-de-Clé augmente, qui est aussi liée au fait que nous construisons des logements. Donc voilà, c'est une particularité. Nous ne sommes pas beaucoup de communes où la population augmente aujourd'hui dans l'agglomération. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. L'ajustement d'un versement d'une prestation de service à la régie de transport pour le transport des enfants, des personnes âgées, pour les transports divers, et pas divers avec un H, apostrophe, pour 2025. La parole est à Maxime Nafouzi. Oui, on a eu une demande du trésorier. Donc, je vais vous lire cette demande. Au moment donc, du vote du budget primitif de la régie de transport, on avait délibéré sur la signature d'une convention ville-régie pour préciser les modalités de versement. Et donc, depuis, le budget annexe a été modifié 2 fois, budget supplémentaire, puis lors d'une décision modificative, sans que la convention soit actualisée. Donc, on nous demande aujourd'hui d'actualiser cette convention pour pouvoir verser le dernier acompte de trésorerie au budget annexe d'exercice 2025. Voilà, pur formalisme comptable et administratif. Voilà, nous faisons. Je serais parfois... j'aimerais parfois qu'on calcule combien ça coûte. Ouais. De refaire. Parce que ça coûte, hein. Ça coûte. En temps d'agents, de l'État, des collectivités, en papier, en ceci. Bon, bref. C'est sans doute pas une piste d'économie qui a été choisie de travailler. Bon, je ne vais pas me fâcher avec le nouveau trésorier. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté, merci.
L'autorisation donnée au maire, toujours rapporteur Maxime Nafouzy, d'attribuer une subvention à l'agence d'urbanisme pour son accompagnement à la stratégie de sobriété foncière. Maxime Nafouzy. Oui, donc l'agence d'urbanisme avec qui on a l'habitude de travailler à Pont-Clé, mais plus largement sur la métropole. Donc, il vous est proposé de leur attribuer une subvention de 2 280 € pour qu'elles puissent animer auprès des élus une journée d'échange et de débat autour de la sobriété foncière qu'ils ont l'habitude de mettre en œuvre sur la métropole. Donc, il vous est demandé d'attribuer cette subvention pour pouvoir organiser ce programme d'activité. Voilà. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté. Nous arrivons au bout des délibérations. Le compte-rendu des décisions du maire prises depuis la dernière séance, est-ce qu'il appelle des observations de votre part? Non. Je profite en autre point divers. C'était pas prévu, je m'en excuse, mais c'est l'actualité qui nous le fait dire. Ça a été évoqué par Swat Grand tout à l'heure. Vous savez que nous avons mis à l'abri dans les locaux de la métropole suite, je dirais, à des expulsions de squats sur Grenoble, environ une centaine de personnes, familles avec enfants. Deux enfants sont nés pendant la période. Et il y a encore un certain nombre de femmes enceintes. Nous les avons mis à l'abri. Non. Ils n'ont pas donné le nom ni Jérôme Rubès, Jérôme aux enfants, ni Christophe globalement. Donc, comme vous le savez, nous les avons abrités. Un énorme élan de solidarité a été déclenché, je voudrais le dire ici, à la fois avec le Secours populaire, à la fois avec la Croix-Rouge, à la fois avec le Super U qui est en face de la métropole, l'Aldi qui est en face de la métropole, tout simplement en termes de denrées. Vous le savez, l'essentiel, parmi les personnes qui sont hébergées, figurent des personnes que l'on voit beaucoup dans notre agglomération, et vous les voyez tous les soirs sur les vélos. Ce sont ce que l'on appelle les livreurs à vélo. Les livreurs à vélo qui vivent une situation d'esclavage moderne. Vous savez, ils viennent jusqu'à Pont-Clé aujourd'hui, puisque leur périmètre pour livrer des repas au coin du feu dans toutes les maisons de l'agglomération s'est élargi. C'est un esclavage moderne. Je rappelle que ces personnes-là n'ont pas de compte bancaire. Ils louent un compte bancaire à des personnes qui leur offrent un compte bancaire. Généralement, le prix, c'est 150 € de location par semaine. Tout simplement, voilà. Ils ont des pénalités s'ils ne payent pas. C'est un mécanisme d'exploitation. Donc, ils ont été évacués d'un squat sur la Villeneuve. Ce squat, ce sont des logements sociaux du bailleur Actis qui ont été, je dirais, récupérés de force par des mafias qui tout simplement ouvrent les portes et prennent la propriété de ces logements et louent des nuitées ou des mois à des personnes dans des conditions de violence absolument incroyables. Les personnes sont battues, les personnes sont... Voilà, on n'imagine pas ce que peut être aujourd'hui l'esclavage moderne. C'est cela. Et les livreurs à vélo louent une nuit qu'ils payent 50 € tout simplement dans des conditions évidemment détestables. Dans des conditions de violence là aussi incroyables. Donc ils ont été évacués comme le permet la loi Kasbarian qui permet d'évacuer les squats alors que nous sommes en période de trêve hivernale. Je rappelle, c'est quand même quelque chose qui pouvait interpeller. Pourquoi pouvons-nous évacuer? C'est la loi Kasbarian qui permet d'évacuer des squats.
Donc je ne reviendrai pas sur ces sujets. Nous les avons accueillis, l'élan de solidarité a été fait et un travail a été mené avec les communes, tout simplement pour permettre de trouver des hébergements pour ces familles. Plusieurs communes, une dizaine de communes ont répondu présent aujourd'hui. Saint-Martin-d'Air, Saint-Égrève, Fontaine, Mélan, La Tronche, Échirolles, Cessiné-Parisé. Un certain nombre de communes ont répondu présent, Pont-de-Clé. Et c'était pour cela que je voulais vous le dire, puisque nous avons un certain nombre de logements qui sont vides et qui appartiennent soit à la ville, soit à la métropole. Notamment, nous avons un rez-de-chaussée. Nous avons déjà accueilli et je ne vais pas donner les adresses parce que je ne souhaite pas donner les adresses on pourra vous les donner évidemment en off, mais tout simplement un rez-de-chaussée qui est disponible, qui est utilisable très facilement et qui pourra accueillir une famille. Nous avons aussi d'autres logements sur la partie sud de la ville qui permettent là aussi d'accueillir dans des appartements là aussi des familles. Donc c'est pour l'essentiel des familles couples avec enfants. Donc nous avons répondu présent. Je voulais le dire ici de façon à ce que ça ne puisse pas créer une forme de rumeur dans la ville, mais c'est ainsi. On a tout simplement que c'est évidemment des biens qui sont utilisables en l'espèce là, en état, qui sont vivables, hein, évidemment. Nous avons également indiqué au vice-président Jérôme Rubès, qui a fait le tour et qui amènera peut-être une délibération à un moment, de la création d'un fonds de solidarité métropolitain, où le principe serait 1 euro par habitant mis par la métropole pour 1 euro par habitant mis par les communes, 450 000 euros par la métropole et environ 450 000 euros mis par les communes, pour créer un fonds de solidarité qui sera à la disposition de toutes les communes de la métropole en cas de situations particulières d'hébergement, de personnes à la rue, de situations compliquées et qui permettrait tout cela. Donc le fonds, l'idée de ce fonds est en train d'être partagée par les élus. Ça a été présenté en conférence des maires. Il y a une réunion, je crois, avec les CCAS qui va être organisée. Voilà, il n'y a pas de compétences sociales à la métropole, il n'y a pas de conseil intercommunal d'action sociale à la métropole, mais du coup, il y a une volonté d'avancer sur ces sujets. Voilà, donc on a le CCAS également mobilisé, ainsi que les associations de solidarité que l'on connaît, pour apporter, si nécessaire, les besoins aux familles qui seraient ainsi hébergées. Le temps qu'il puisse y avoir des éléments de régularisation pour un certain nombre de ces personnes, en espérant être optimiste sur ce sujet. Je rappelle que la préfecture n'a pas donné suite à un dispositif que nous avons mis en place avec le MEDEF, avec la Chambre des métiers, avec toutes les fédérations professionnelles qui étaient en difficulté de recrutement sur un certain nombre de métiers et qui trouvaient, notamment par les personnes migrantes, des personnes qui avaient très envie d'avancer sur ces métiers-là. Et c'était plutôt extrêmement utile, ça marchait très très bien, et aujourd'hui la préfecture n'a pas voulu donner suite à ce dispositif-là, qui permettait d'avoir des papiers, de permettre d'avoir tout simplement. Nous ne lâcherons pas le morceau. Il y a encore une fois des personnes qu'il nous faut soutenir. Donc voilà, je dirais qu'il y a eu un vrai élan de solidarité collective. La ville de Grenoble également a permis de mettre à disposition des douches, a permis de mettre à disposition aussi pas mal de choses pour tout simplement avancer, Voilà, donc ça ne réglera pas, évidemment. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 2000 personnes à la rue dans notre territoire. 2000. Nous manquons près de 2000 places d'hébergement. Le 115 est saturé. Parmi les bonnes nouvelles des débats parlementaires, il y a eu un vote favorable
à une rallonge budgétaire sur ces places d'hébergement. C'est pas énorme, hein, je crois que c'est près de 200 millions d'euros à l'échelle de la France, mais nous avons sollicité les parlementaires, Cyrielle Châtelain me le disait encore il y a quelques jours, vont solliciter la préfète pour demander des crédits pour augmenter les places d'hébergement. Voilà, c'était simplement pour vous le dire que d'ici quelques jours, sans doute, nous souhaitons évidemment, naturellement, que les personnes ne passent pas Noël dans ces lieux. Je rappelle que ce sont des lieux administratifs, beaucoup les connaissent. Ce pas des lieux faits pour ça, ce pas des lieux pour se loger. Mais néanmoins, voilà. Donc, c'est une contribution collective dans cette période-là pour des personnes qui en ont évidemment largement besoin. Mais je vous invite à vraiment regarder de près l'histoire de ces livreurs à vélo. Il y a un rapport parlementaire qui a été fait d'un député ou d'un sénateur communiste qui est particulièrement impressionnant quand vous le lisez sur ce qu'est aujourd'hui l'esclavage moderne dans notre pays. Donc voilà, je pense que il y a aussi ça, parce qu'il y a aussi des consommateurs, donc il faut aussi le dire. Et parfois, en se disant que fait rien de mal, ben, en fait, on contribue à un système qui tout simplement asservit aujourd'hui des hommes dans des conditions, et vous les voyez, hein, vous les voyez à toute vitesse, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, etc. Voilà, je voulais vous le dire et terminer par ce petit point-là de solidarité. Pont-de-Claix sera au rendez-vous de la solidarité métropolitaine. Évidemment, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous dis à très très bientôt. Merci à vous.